Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Frank Miller et plus précisément de son chef-d'œuvre Born Again. Les plus anciens parmi vous se souviennent peut-être que j'avais fait une vidéo sur ce que je possédais de Frank Miller dans mon ancienne chaîne, il y a plusieurs années de cela. Cette vidéo actuelle, c'est l'occasion pour moi de dépoussiérer l'ancienne vidéo. Voyons tout cela en détail. Miller n'a jamais été intéressé par les histoires de super-héros et il ne s'en cache pas. Ce qui l'intéresse depuis tout petit, c'est le polar. En commençant sa carrière chez Marvel, Miller va bien évidemment tâter de différents super-héros. Spider-Man, Captain America, John Carter. Mais il va prendre les rênes en main du justicier aveugle Daredevil, car 1. C'est à la fois le membre le moins super-héroïque de la ménagerie Marvel, 2. La série Daredevil à l'époque battait de l'aile et Frank Miller pouvait faire ce qu'il voulait avec, et 3. Les histoires de Daredevil se passant à New York, cela permettait à Frank Miller de dessiner des châteaux d'eau. Et les châteaux d'eau, c'est son dada. Mais avant de travailler pour Marvel, Miller a galéré. Après avoir participé à des fanzines en tant que lycéen, il a contacté Neal Adams, rien moins que ça. Neal Adams qui, à l'époque, travaillait chez DC. Et donc, Miller a passé quasiment un an à embêter, on peut le dire, Neal Adams régulièrement, en lui soumettant ses travaux, et Neal Adams les a critiqués. Jusqu'au moment où Adams a jugé que le jeune Miller était apte à se lancer dans le monde impitoyable des comics, professionnellement parlant. Et à aparté, est-ce que vous avez remarqué le nombre d'artistes qui doivent leur premier pas dans le monde des comics grâce ou à cause de Neal Adams? C'est une facette du personnage que je ne connaissais pas et que j'ai découverte fort récemment. Mais je vous en parlerai plus en détail à l'occasion d'une vidéo spéciale sur Neal Adams. Fin de l'aparté. Autant dire les choses comme elles sont. Si j'ai tout de suite aimé le style de dessin de Miller sur Daredevil, et si j'ai adoré sa narration visuelle, j'ai mis beaucoup plus de temps à apprécier son style d'écriture. Visuellement, à ses débuts, Frank Miller s'inspire énormément de Gil Kane dans sa représentation du corps humain en mouvement. Et pour les ambiances, il puise son inspiration dans les films de gangsters des années 50, avec des stores projetant leurs ombres au détour de chaque page se déroulant en intérieur. Au niveau scénaristique, j'ai commencé par apprécier l'attention qu'il portait aux personnages secondaires. Franklin Nelson, Ben Urich, le gladiateur, et aux méchants comme le tireur et le caïd. Ça en surprendra peut-être certains parmi vous, mais je n'ai jamais vraiment prêté attention à Elektra. D'une part, j'ai détesté l'idée d'une retcon nous présentant soi-disant un personnage iconique, sa première petite amie sérieuse, dont on ne nous aurait jamais parlé pendant les 30 années précédant l'arrivée de Miller. Et la critique au sujet de la retcon, c'est pas spécifique à Miller, je déteste les retcons en général. D'autre part, j'ai classé Elektra dans la série des petites amies de Matt Murdock. Un rôle généralement tenu par l'égérie du moment, qui est donc tenu pendant un an ou deux, avant d'être remplacé par la nouvelle arrivée. Je trouve d'ailleurs que Miller a tué Elektra trop tôt, avant que je ne puisse vraiment m'attacher à elle. Donc Elektra est entrée et est sortie de la vie de Matt Murdock sans que je lui prête vraiment attention. Ce qui m'a le plus marqué à l'époque, scénaristiquement, par Miller, c'est sa création de la main. La main que Miller va développer avec l'aide de Bill Sienkiewicz dans Elektra Assassin, une maxi-série de 8 épisodes qui, à mes yeux, a été beaucoup plus intéressante que la série régulière de Daredevil. Miller a donc créé tout un univers à l'intérieur du monde Marvel avec la main. Et celui-ci va déborder de l'univers de Daredevil pour rejoindre le mainstream, quand Serval va affronter la main dans la mini-série Wolverine, traduit en franc dans le premier récit complet Marvel. C'est là que j'ai vraiment pris conscience du talent scénaristique de Miller, et que le script a été écrit par Chris Claremont, celui-ci protégeant sa chasse gardée des X-Men. Donc le talent scénaristique de Miller et de sa volonté de créer un univers cohérent qui lui soit propre au sein de l'univers Marvel. J'ai ensuite apprécié ses talents de scénariste et de dialoguiste dans Batman The Dark Knight Returns, mais c'est vraiment dans Born Again avec David Mazzucchelli au dessin qu'ils ont vraiment pris le premier plan en ce qui me concerne. En 1986, l'éditeur Ralph Macchio a demandé à Frank Miller s'il voulait reprendre la série Daredevil scénaristiquement. Miller accepta sous condition. Mazzucchelli devait travailler en full script, c'est-à-dire qu'un script où tout est décrit, tout est défini. Le contenu de chaque case, le contenu de chaque dialogue, tous les détails. C'est ça le full script. À opposer avec la méthode Marvel. Je pense que Miller n'a pas voulu se retrouver dans la même situation qu'avec Bill Sienkiewicz sur Elektra Assassin,
où il a dû constamment faire évoluer le scénario pour coller au dessin de Sienkiewicz. Donc, Écran Assassin, c'était une œuvre fabuleuse visuellement, mais ça a été vraiment un gros problème pour Miller, scénaristiquement parlant. Et donc, il a voulu, je pense, éviter ce genre de problème avec Mazzucchelli. Macchio a accepté les conditions de Miller, et ce dernier se mit au travail. Le résultat est à mes yeux l'une des meilleures histoires de Daredevil, tout simplement. Je ne vais pas vous raconter tout le scénario, mais uniquement les grandes lignes. Le Caïd apprend l'identité secrète de Daredevil grâce à son ex-petit ami, et il essaye de détruire Matt Murdock professionnellement, puis de le faire tuer par Nuke, un super soldat. Murdock va vivre une descente aux enfers, perdant sa petite amie du moment, son travail, sa maison, mais la renaissance qui suivra le rendra meilleur. Dit comme ça, ce scénario semble avoir été écrit des dizaines de fois, n'est-ce pas? Ce sont les détails de son histoire qui font toute la différence, ainsi et surtout que le texte de Miller. Dans les années 70-80, il y a extrêmement peu d'artistes que je qualifierais d'écrivains. J'ai découvert Alan Moore relativement tard, à la fin des années 80, avec V for Vendetta et Watchmen. Et il y a Frank Miller sur Daredevil Born Again et Batman The Dark Knight Returns. La plupart des scénaristes officiants sur les séries Marvel de l'époque ne me semblaient pas vraiment comprendre le médium de la bande dessinée. En commençant par Stan Lee, qui a écrit des centaines, des milliers de dialogues, où il répétait les informations que l'on pouvait voir dans le dessin. Donc faisant des dialogues complètement redondants. Ce qui explique aussi pourquoi, actuellement, il m'est impossible de relire mes vieux comics. Les vieux épisodes de Daredevil, de Spider-Man, etc. C'est tellement ennuyeux à lire, parce qu'il n'y a aucune information, ou il y a très peu d'informations qui viennent du dialogue. Tout est déjà dans le dessin. Dans Born Again, Miller m'a impressionné 3 fois avec ses talents scénaristiques. Tout d'abord lorsqu'il place l'accroche de la série, Daredevil l'homme sans peur, de façon complètement organique dans son récit. Le Caïd découvre qu'il a fait de Matt Murdock un homme sans espoir et donc sans peur. Ensuite, quand il prend le contre-pied complet des scénaristes dont je parlais précédemment, qui ne savent que décrire ce que l'on voit dans une case, avec une économie de mots absolument époustouflante, il nous explique que Captain America est un soldat, qu'il a l'habitude de commander, et que Thor est un dieu qui, lui, commande aux éléments. Finalement, une chose dont on parle assez peu lorsqu'on parle de Frank Miller, c'est son sens de l'humour. Quand il décrit les hallucinations de Daredevil, il nous dit que la mairie va organiser un défilé parce qu'il a vaincu le Caïd. Là, Miller se moque gentiment de la propension qu'ont les Américains à faire des défilés pour tout et n'importe quoi, surtout s'ils viennent de l'Amérique rurale. Je dois dire que non seulement je n'ai jamais été impressionné par le style de David Mazzucchelli, mais jusqu'à son travail sur Born Again, je l'ai détesté. Je trouvais son style relativement bancal, à mi-chemin entre du Gene Colan, mais sans la démesure de ce dernier, et un dessin limite ligne claire, trop sage pour ce que font les Américains. En fait, j'avais eu l'impression que les 3 premiers comics donc de Born Again avaient été esquissés à la va-vite par Frank Miller, et que Mazzucchelli s'était contenté de faire l'encreur. Tellement ces 3 premiers épisodes changent visuellement avec ce que Mazzucchelli avait produit auparavant. On y retrouve des pleins et des déliés, comme le faisait Klaus Johnson à la grande époque, justement, sur les premiers travaux de Frank Miller sur Daredevil. Il est tout à fait possible que mon rejet du travail de David Mazzucchelli sur les épisodes précédents provienne de ces différents encreurs. Car dans Born Again, il s'ancre lui-même, et visiblement ça change tout. Un peu à la manière d'un Mike Zeck sur la mini-série du Punisher, le premier épisode de Born Again est absolument fabuleux, visuellement parlant. Il y a un énorme travail sur la composition des cases et sur l'éclairage, avec de très nombreux effets de lumière, accentués par l'utilisation de trames mécaniques. Après le 3e épisode, il y a une visible baisse de régime. Ça reste très bon, mais pas du niveau des 2 premiers épisodes. Le travail sur les ombres revenant à un style plus classique pour les lecteurs de comics américains. Puisque j'aborde la technique de Born Again, il faut bien évidemment que je parle du David Mazzucchelli's Born Again, Daredevil Born Again, Artist Edition, qui a été réimprimé à l'occasion, je pense, de la sortie de la série Netflix. L'original ayant été imprimé en 2013, étant épuisé. D'après IDW, l'éditeur, la version originale de cet album a été la première à être épuisée aussi rapidement. Gage de qualité de l'album. Mazzucchelli fait partie de ces artistes qui conservent toutes leurs planches originales. Avec le système de Marvel de rendre les 2 tiers des planches au dessinateur et 1 tiers à l'encreur,
Il est difficile de créer un artiste édition présentant un épisode complet, voire une série complète. Mais dans le cas de Board Again, Mazzucchelli ayant travaillé seul, il a conservé toutes les planches, sauf celles de 2 épisodes, on ne sait pas lesquels, mais à l'époque déjà, il avait pensé à faire des scans en haute résolution, ce qui a permis donc à Scott Dombier de faire cet album pour IDW. Scott Dombier qui retravaillera des années plus tard, quasiment 10 ans plus tard, avec Mazzucchelli pour faire le Batman Year One de Frank Miller. Le principal intérêt de cet artiste d'édition, à mes yeux, en plus de reproduire l'ensemble des planches originales de la mini-série, évidemment, est son utilisation de feuilles de papier calque sur lesquelles certaines couleurs sont représentées. C'est un procédé qui est couramment utilisé par Graffiti Design sur leur galerie édition. Galeries édition qui sont l'équivalent des artistes éditions de IDW. Je ne sais pas lequel entre IDW et Graffiti Design a eu l'idée le premier d'utiliser ces calques. Il manque 8 calques, mais c'est marqué au début de l'ouvrage, et ils sont imprimés en couleur à la fin de l'ouvrage, donc on sait exactement ce qui manque, et ce n'est pas gênant de toute façon pour la compréhension de l'histoire. En plus des reproductions de planches originales, et donc des calques de couleur, on a droit à des esquisses. Dans son intro, Mazzucchelli raconte de nombreuses anecdotes sur les conditions de travail avec Miller, tout s'étant passé au téléphone. L'anecdote que je préfère, celle qui montre à la fois que Miller est un pro des comics, mais aussi un pro du travail en groupe, et quand Mazzucchelli explique qu'il commençait à prendre du retard dans la production des pages. Et pour lui simplifier la vie, Miller créa l'introduction d'un épisode en la composant quasiment uniquement d'aplats noirs. En tant qu'élément de narration, c'était diablement efficace, et en tant que script, c'était un cadeau tombé du ciel. Ils sont très nombreux, et pour ne pas allonger artificiellement cette vidéo, je vais me contenter par un moment fort par épisode. Évidemment, ça va spoiler à donf. Si vous ne voulez pas vous spoiler, rendez-vous après cette partie de la vidéo. Vous êtes toujours là? Très bien. On continue avec les moments forts. Dans le premier épisode, il y a de très nombreux moments forts, mais celui qui résonne le plus avec moi est la romance qui s'installe entre Foggy et Gloria. C'est une scène intimiste, tout en douceur par rapport à la violence qui se déchaîne dans la vie de Matt Murdock. Au niveau artistique, la case où Foggy retire sa main est du Gene Colan pur. Au niveau émotionnel, on comprend tout de suite qui dans le couple va porter la culotte. Deuxième moment fort, la descente de Murdock dans la folie est brillamment mise en image. Alors que le dialogue de la première case semble relativement normal, plus on se rapproche de Matt, dans un travelling très cinématographique, plus le dialogue révèle que quelque chose ne tourne pas rond. Sentiment amplifié par la chute finale, où il est révélé que Murdock parlait à l'horloge parlante au lieu de son ami. C'est du grand art. Tout comme dans la scène organique où Miller fait dire au caïd l'accroche de comics L'homme sans peur, ici il utilise un flashback pour nous raconter comment Murdock a eu ses super pouvoirs. Et il en profite pour faire une révélation sur sa mère dont les lecteurs n'ont jamais rien su. La séquence de la mort de Manoli est exceptionnelle pour plusieurs raisons. 1. Tout d'abord, l'angle de vue concernant Ben Urich ne change jamais. Il s'agit d'un long et lent travelling qui se transforme en zoom. À la fin, Mazzucchelli dessine le journaliste de façon caricaturale, à la limite comme dans un manga, pour démontrer visuellement ses réactions au meurtre de Manoli. En contrepoint, les étapes du meurtre sont-elles dessinées de façon réaliste. 2. Cette scène de meurtre permet de juxtaposer 2 environnements complètement différents. D'une part, le Capharnaüm plein de vie de la rédaction du quotidien, et de l'autre, la chambre aseptisée de l'hôpital où un crime est commis avec une froideur implacable. Quitte à en faire bondir certains, le numéro 231 est l'épisode que je préfère le moins. Bien sûr, il y a la résolution de nombreuses sous-intrigues et Matt commence à reprendre le contrôle de sa vie. Mais à mes yeux, il n'y a pas l'une de ces scènes marquantes que l'on retrouve tout au long des autres épisodes, mélangeant dessins frappants et phrases choc. Pour respecter le cahier des charges que je me suis imposé moi-même, et en hommage à leur passé commun, je mettrai donc en avant l'embrassade de Matt et de Karen, mais le cœur n'y est pas vraiment. Une scène frénétique de combat rendue encore plus violente et viscérale par son absence de dialogue d'une part, et par l'utilisation de 2 bruitages qui rythment le combat, chacun évoquant la psyché d'un personnage à ce moment précis de l'action. Ben Urich arrête temporairement d'être un reporter, alors qu'il réagit violemment pour empêcher sa mise à mort programmée. Alors que Gloria reste un photographe jusqu'au bout, la caméra mettant une distance entre elle et l'action, jusqu'à ce qu'elle abaisse cette caméra et réalise l'étendue de l'horreur de la scène qui vient de se dérouler devant ses yeux. La scène avec Captain America me paraît également immanquable. Les 2 super-héros s'y affrontent à différents niveaux. 1. Visuellement, Captain America est dans la lumière alors que Daredevil se tient dans l'ombre. 2. Le premier se tient droit, raide comme la justice et le bras droit, alors que le second a les épaules voûtées, comme un voyou ou comme s'il avait quelque chose à se reprocher. 3. La confrontation s'achève comme elle a commencé, avec Cap dans la lumière et Daredevil qui disparaît dans l'ombre. Bien sûr, le fait que les 2 héros, que tout oppose,
se trouvent chacun dans des positions légales inversées. Cap obéit au gouvernement qui a créé Nuke, Murdoch est sans légalité mais protège Hell's Kitchen et ses habitants. Ceci rend leur attitude physique encore plus savoureuse. Le terme Born Again, Renaissance en français, qui donne son titre à cette aventure, est également le nom d'un mouvement religieux très important aux USA. Être born again, ou vivre une renaissance, est une phrase généralement utilisée dans la religion évangélicale, et signifie que l'esprit a subi une renaissance, une régénération. Lorsque Daredevil a été créé par Bill Everett et Stan Lee, il a été établi que le père de Matt était un Irlandais. Or, les Irlandais sont notoirement catholiques. Et tout ce que cela entraîne comme préjugé aux USA, où la majorité est protestante. Il est intéressant de constater que personne n'a pensé à utiliser la religion de Murdoch et d'en faire un des thèmes principaux d'une de ses histoires, avant Frank Miller. Mazzucchelli est un catholique, et il est difficile de dire lequel des deux artistes a décidé d'apporter tel ou tel élément spécifique de la religion catholique dans l'histoire. Car même avec un full script, Mazzucchelli a bien évidemment apporté des éléments enrichissant l'histoire. La religion catholique est répandue de façon systématique dans Born Again. Que ce soit sous une forme directe, la mère de Matt est une bonne sœur vivant dans une église et portant une croix dorée, ou plus subtile, l'image de la Pietà de Murdoch lorsqu'il est sauvé par sa mère, mais aussi les premières pages de différents épisodes où Murdoch dans son lit est dans une pose similaire à une croix. Cette image de la croix est omniprésente tout au long de l'histoire. En plus de l'artiste édition qui lui est consacrée, il existe une multitude de réimpressions, dans différents formats. Je possède toujours le TPB, ainsi que le Marvel Gallery Edition. Le TPB, je le garde par nostalgie, mais le Gallery Edition, lui, a un atout que l'artiste édition n'a pas. À la fin de l'ouvrage, il y a toute une série de bonus, et notamment la représentation des esquisses de Mazzucchelli. Alors que l'artiste édition en imprime 4 par page en taille réduite, le Gallery Edition, lui, les imprime un par un en pleine page. Vous allez me dire que c'est juste un détail, mais justement, je préfère admirer les détails de ces esquisses en pleine page plutôt que de les voir en taille réduite. Et bien évidemment, il y a la version artisan. Même nombre de pages et même contenu que l'artiste édition, mais à une taille beaucoup plus petite, un peu plus grand qu'un comics, avec un format souple et un papier de moins bonne qualité que celui de l'artiste édition. Mais quand ce dernier coûte 125 $ chez ADW, l'artisan édition, lui, n'en coûte que 40. Un sacré argument de vente. Surtout qu'il est relativement facile de trouver les artisans édition à prix réduit, en précommande, ou sur Amazon ou autres sites de vente online. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ou redécouvrir Born Again. Que pensez-vous de cette histoire si vous l'avez lue? Y a-t-il une autre histoire de Frank Miller que vous préférez? Comme toujours, merci de soutenir mon travail avec un pouce bleu, de commenter la vidéo, de la partager, de vous abonner. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, l'onglet communauté de la page YouTube. Lisez plein de comics avec des super-héros qui ont été redéfinis avec talent, et à très bientôt. Ciao ciao!